Bonjour à tous, bienvenue dans la session d'info sur les métiers du digital, en partenariat avec Le Wagon et l'APEC. Donc on va se présenter Bonjour. rapidement. Pour ma part, je m'appelle Pauline, je suis en charge des admissions pour intégrer la formation du Wagon et en charge de la communauté. Et donc je suis aujourd'hui présent avec Laurent. Ouais, salut, moi je suis Laurent, donc je suis en charge de tous les aspects financiers et administratifs au sein du wagon. Et alors, je suis ravi de co-animer cette présentation avec Pauline et Florence. C'est ça, Florence, si tu veux te présenter un petit peu. Oui, alors donc je suis Florence Pirastru, je suis consultante en développement professionnel à l'APEC. Alors pour la petite anecdote quand même pour ceux qui n'ont jamais assisté à ce webinaire, ça fait quelques temps qu'on l'anime, on lui avait donné un premier format et qui a évolué et puis aujourd'hui on a essayé de voir comment amener d'autres idées un petit peu plus contextuelles par rapport à la technique. Voilà. Et pour aussi, ce qui a amené ma présence aussi, c'est que j'ai pour projet de faire cette formation du wagon. Donc, à un moment donné, on a trouvé ça intéressant que j'amène aussi mon regard en tant que future stagiaire du wagon, je l'espère en tout cas. C'est ça. Pour vous faire Voilà. un petit brief, si vous connaissez pas le wagon, et Florence présentera l'APEC aussi très rapidement. Le wagon, on est un centre de formation en fait intensive qui forme sur deux sujets. Le premier étant le développement web, donc pour apprendre à coder, et le deuxième étant l'analyse de données pour atteindre des métiers comme data analyst, data engineer ou data scientist. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus à la fin. Mais du coup, je vais vous partager la présentation, m'assurer que tout le monde voit bien ce qu'on est en train de faire. Hop. Super. Ok, super, on voit bien. Pour vous présenter rapidement Lifetime, si vous ne connaissez pas, c'est l'outil qu'on est en train d'utiliser aujourd'hui pour faire la conférence. Donc tout simplement, vous avez une partie chat où on va échanger ensemble, une partie questions, et c'est dans cette partie-là que vous devrez poser toutes les questions que vous avez par rapport à la formation. On y répondra donc, je pense, à la fin. On a un temps souvent de questions-réponses. N'hésitez pas à les poser vraiment dans cette partie-là. Si vous les posez dans le chat, on ne les verra pas. Donc ça serait dommage de passer à côté. Et on s'arrêtera là aujourd'hui. Je ne suis pas sûre qu'on utilise les sondages et les participants. Mais voilà, les deux premiers onglets qui vous intéressent, le chat et les questions. Je vois qu'on a pas mal de personnes qui se connectent et qui disent bonjour. Donc, très sympa. Bonjour à tous. C'est ça, bonjour. Rebonjour pour les derniers arrivants. Du coup, avant de commencer, effectivement, Florence vous dit, on est en train un peu de revoir le format et de l'améliorer. Donc, on fait ça également de notre côté. Et en fait, j'ai lu un bouquin ce week-end qui parlait de comment être plus productif. Donc, le titre de ce bouquin, c'est Les secrets de productivité de 200 start-upers qui cartonnent. Et en fait, ils ont fait une petite intro qui me paraissait hyper importante et très pertinente en fait par rapport à ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, ce que je vous propose, c'est que je la connais pas par cœur. Je vais vous la lire rapidement pour vous donner un petit peu plus de contexte sur pourquoi le code et pourquoi cette transformation digitale et numérique. Donc, il s'est passé 8000 ans entre la révolution agricole et la révolution industrielle. 120 ans entre la première révolution industrielle et l'invention de l'ampoule. 90 ans entre l'invention de l'ampoule et le premier voyage sur la Lune. 22 ans entre le premier voyage sur la Lune et la création d'Internet. 9 ans entre la création d'Internet et le séquençage intégral de l'ADN. Le développement des technologies n'a jamais été aussi rapide qu'aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout. Les technologies n'ont jamais été adoptées aussi rapidement qu'aujourd'hui. Pour atteindre 80% du taux de pénétration en France, le téléphone a mis 80 ans. Le téléphone portable a mis 30 ans et le smartphone 10 ans. Dans ce contexte, toujours très rapide, les entreprises et les salariés doivent s'adapter. Et en fait, je pense que c'est hyper pertinent avec ce qu'on va vous raconter aujourd'hui, en parlant des nouveaux métiers, des nouvelles postures en fait qu'on attend des salariés, et en quoi le code est totalement en fait intégré et la programmation informatique est totalement intégrée dans ces nouveaux métiers. Donc mon point de vue qui est très personnel, mais je pense qu'il sera partagé par Florence et Laurent, c'est qu'aujourd'hui, on ignore concrètement quels vont être en fait les métiers de demain. Les métiers dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, on n'a pas forcément d'idée concrète de ce à quoi ils vont ressembler.
En revanche, on a une certitude, c'est qu'il va falloir apprendre en fait à programmer, à coder, comprendre comment les machines en fait fonctionnent aujourd'hui. Et pour moi, ma vision, c'est que le code va devenir en fait aussi indispensable que l'anglais l'est aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'avais mis Code is the new English. Principalement, ça veut dire en fait que dans 10 ans, ou même 5 ou 10 ans, tout le monde aura les bases en fait de la programmation. Les avoir sera le nouveau, sera idéal et normal, mais ne pas avoir ces compétences va vraiment desservir les personnes qui ne l'auront pas. Et c'est un peu ce sur quoi on va parler, ça va être le thème un petit peu d'aujourd'hui. Donc tout simplement sur le programme, donc Florence va nous faire un petit état des lieux de l'impact en fait de la transition numérique sur les différents métiers. On reviendra sur un état du marché actuel du secteur du numérique. On parlera plus métier sur l'actualisation des métiers, les nouvelles tendances. Et ensuite, on vous donnera nos conseils en fait pour passer à l'action si vous avez envie de passer à la vitesse suivante et de sauter le pas un petit peu. Je vois juste dans le chat que Hélène a des difficultés de connexion et de réception. Est-ce que c'est le cas aussi d'autres personnes ou est-ce que vous entendez tous bien? Ok, super. J'ai l'impression que ça marche plutôt pas mal. Donc, Hélène, ce que tu peux faire, normalement, tu as une petite pop-up en fait qui s'affiche en disant certains conseils en fait pour améliorer ta connexion. Donc, n'hésitez pas à faire ça pour voir si ça fonctionne mieux. Voilà. Allez, je vous propose qu'on démarre. Donc, la transformation numérique, quels enjeux, quels impacts? Alors, voilà. Alors donc du coup, la slide qui introduit mon exposé, qui va durer un petit quart d'heure, entre 10 minutes et un quart d'heure. On va essayer de respecter les timings. Donc tu peux passer à la prochaine slide, s'il te plaît. Alors du coup, juste un petit rappel, parce qu'en fait l'émission de l'APEC, beaucoup des gens qui sont là connaissent nos missions à l'APEC, mais au-delà du fait que nous sommes une association qui est dont les cadres et les entreprises sur les questions de recrutement et d'emploi, on est aussi un observatoire des tendances du marché au niveau de l'emploi cadre. Pourquoi je vous rappelle ça? Parce qu'il y a une étude que je vous mettrai d'ailleurs dans le chat tout à l'heure, sur laquelle je me suis beaucoup appuyée pour cet exposé, qui rappelle 5 enjeux forts en 2020 sur l'emploi cadre. Il n'est pas question, bien sûr, de traiter ces 5 enjeux-là, mais de se concentrer aujourd'hui sur un des principaux, qui est donc la transformation numérique. La transformation numérique, elle est surtout, elle va se voir et elle va impacter particulièrement les métiers. Les questions de montée en compétences aussi qui deviennent centrales aujourd'hui, de fait, pour s'adapter. Et comme on l'a vu récemment, et je pense que tout le monde l'a observé, des enjeux autour du travail à distance et du télétravail, puisque avec le confinement, on a été amené de plus en plus à faire appel aux outils digitaux. Donc, juste un petit rappel chiffré d'une étude du MEDEF en 2018 qui a interrogé un ensemble d'entreprises et plus de 50% de ces entreprises voient dans la transformation numérique une véritable opportunité. Donc, une opportunité de marché, mais qui, du coup, va impacter considérablement le marché de l'emploi. D'autres statistiques récentes qui sont sorties en juin 2020, donc c'est tout frais. D'ici 2030, en Europe, on a quantifié et il devrait y avoir 94 millions de travailleurs qui vont devoir se former à des compétences spécifiques liées à l'usage des nouvelles technologies. 21 millions d'Européens aussi vont devoir changer d'activité professionnelle. Donc, on est quand même sur des chiffres importants qui sont à noter et dont il va falloir tenir compte à l'avenir par rapport à son emploi. Alors, je veux bien que tu passes à l'autre slide. Merci, Pauline. Donc, la transformation numérique, finalement,
De quoi parle-t-on? Donc moi, de mon côté, j'ai tenté de synthétiser tout ça. J'ai repéré 4 leviers principaux de transformation. Donc un que j'ai appelé distancialisation, un qui va toucher ce qu'on appelle la dématérialisation, un autre qui est donc l'automatisation et une dernière la digitalisation. Alors pour revenir un petit peu en détail sur chaque levier, donc la distancialisation, c'est quoi tout simplement, hein, c'est qu'à ce jour, on est de plus en plus amené à travailler à distance et devoir du coup changer ses relations au travail de fait, parce que quand on passe par un outil numérique, ben, c'est pas les mêmes repères que quand on est dans la réalité. Donc un exemple bon aussi qui se pose pour les cadres, hein, puisque au-delà de changer sa pratique professionnelle et de l'adapter à la distance, c'est qu'il va falloir apprendre à manager les personnes à distance et à travers ces outils-là. Et ça aussi, ça va demander une adaptabilité conséquente. Un exemple simple, hein, finalement, de la distancialisation qui parle peut-être certainement à tout le monde, c'est la fameuse application Zoom, qui a fait un petit peu un tabac avec le confinement, qui a bien servi et qui a permis justement aux personnes de garder le contact et de maintenir les relations à travers cet outil-là. La dématérialisation, qu'est-ce que c'est? Alors moi, j'ai plutôt appelé ça, en fait, c'est le passage, bon, qui est là depuis un moment maintenant déjà, du papier à l'email, à la numérisation des documents. Donc, quand on parle de numérisation, du coup, des documents, ça sous-entend des questions de stockage de données, de traitement des données dans les systèmes informatiques. Donc ça, c'est un enjeu important, hein, qui transforme du coup beaucoup l'activité. Un exemple simple de la dématérialisation qui va être, par exemple, le bulletin de salaire. Jusqu'ici, on avait tous un bulletin papier. Ben, de plus en plus, on va nous demander l'autorisation de transmettre vos bulletins par mail et c'est stocké donc sur des plateformes spécifiques. Alors l'automatisation aussi, qui est un troisième levier qui relève plutôt des questions de production. Effectivement, toutes les chaînes de production sont impactées de plus en plus. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'on va remplacer les humains, la main-d'œuvre humaine, de plus en plus par des machines qui deviennent de plus en plus intelligentes, d'où l'intelligence artificielle qui aussi amène énormément une révolution. On parle même d'ailleurs de quatrième révolution industrielle, ce que disait un petit peu Pauline aussi dans son introduction. Donc des compétences pour cette automatisation qui vont relever des nouvelles approches électroniques, microélectroniques et des compétences à acquérir dans ces métiers-là. Quatrième levier de transformation que j'ai appelé la digitalisation. Bon, j'ai un petit peu mis plutôt tout ce qui va relever de l'utilisation des réseaux et médias sociaux. On est effectivement amené de plus en plus à utiliser ces réseaux et médias et ça change beaucoup les rapports et ça impacte énormément dans les relations professionnelles. Donc un exemple un petit peu concret de la digitalisation des pratiques professionnelles, je dirais un qui parle pas mal, c'est celui du marketing. Le marketing digital, avec ces questions de réseaux sociaux et médias sociaux, a quand même considérablement changé les pratiques qui sont de plus en plus tournées vers la personne, l'individu, l'usager, et donc, du coup, on va de plus en plus prendre en considération les questions d'expérience client et de parcours client. Voilà, donc si tu veux, je vais bien passer à la prochaine slide, s'il te plaît. Voilà. Merci. Donc, la transformation numérique, c'est donc, j'ai appelé ça un défi sociétal. Pourquoi? Parce que ces technologies, elles transforment considérablement l'activité de l'entreprise, hein, comme je vous les ai dit, son environnement et son organisation. Là, on voit pas très bien du coup le graphique, c'est dommage. Bon, c'est pas grave, il y avait des éléments intéressants dans le petit schéma qui apparaît. C'est pas grave. Donc, la transformation numérique, souvent on croit qu'il n'y a qu'une question de technologie derrière.
Une question de transformation numérique derrière, mais pas que en fait. Hein. Quand on parle de transformation numérique, on ne parle pas que de technologie, on parle surtout de processus organisationnels qui sont en train d'évoluer, qui avancent à vitesse grand V. Et ce processus organisationnel, tout le monde va devoir s'adapter et surtout va devoir s'adapter rapidement et de manière réactive. Cette transformation, elle va concerner évidemment toutes les entreprises à terme et tous les secteurs d'activité. Évidemment, ça va se faire progressivement, des secteurs qui sont beaucoup plus concernés depuis un certain temps maintenant, mais les PME encore, on a fait une étude à l'APEC qui a interrogé les PME qui se sentent pas encore tout à fait concernées par ces questions, mais par contre, elles vont devoir le devenir rapidement parce qu'ils risquent de manquer le virage. Voilà. Alors, la transformation numérique, vers la slide suivante, s'il te plaît. C'est une question aussi qui, moi je vais appeler ça le défi social. Pourquoi un défi social? Parce que finalement, l'évolution des technologies évolue bien plus vite que l'adaptabilité des humains. C'est bien de ça dont il est question. Pourquoi? Et du coup, ce que ça va engendrer, c'est qu'il va falloir tenir compte de cet enjeu d'accompagnement des personnes pour qu'elles s'adaptent à ces technologies. Et ça va passer par un travail d'acculturation et surtout par des apprentissages qu'on peut considérer comme progressifs. On ne change pas du jour au lendemain sur ces questions-là, elles prennent du temps et surtout, il faut réfléchir à ces parcours de montée en compétences. Donc, la transformation numérique également, elle va impacter ce qu'on appelle les cognitions, sa manière de penser. Le cerveau va être considérablement transformé et quand on s'est un peu entraîné au codage, on s'en rend vite compte. C'est-à-dire que dès qu'on apprend à coder, on sent qu'au niveau du cerveau, ça bouge un petit peu. Après, vous avez aussi un impact sur les comportements professionnels et les usages au travail. Ça, c'est des transformations qu'il va falloir accompagner parce que ce n'est pas des choses qui se font du jour au lendemain et facilement. Un impact qui va être d'autant plus profond pour les métiers cadres. Pourquoi? Parce que ils vont devoir non seulement intégrer les transformations à titre personnel, mais surtout accompagner leurs équipes pour les faire monter en compétences et être conscients des avancées qu'il va falloir qu'ils fassent pour s'adapter. Une caractéristique aussi de ce secteur-là, c'est qu'il y a une augmentation très rapide donc des besoins de personnel qualifié dans le numérique. Et cette rapidité, malheureusement, elle n'est pas accompagnée par une arrivée suffisamment rapide des personnes formées sur le marché. Ce qui, du coup, va induire des pénuries de main-d'œuvre qualifiée sur ce secteur. C'est plutôt une bonne chose parce que si on se forme à cette compétence numérique, on aura peut-être plus de chances aussi de trouver un emploi. Voilà, donc une étude qui a été faite quand même auprès des cadres qui prévoit donc de se former en une enquête de 2018. Je crois qu'il y a, si tu remontes un peu au slide précédent, quand même quelques cadres interrogés qui comptent se former à ces compétences digitales dans les 3 ans à venir. Alors, la transformation numérique, elle a aussi de l'impact sur la fonction RH et les enjeux des ressources humaines. Pourquoi? Parce que les ressources humaines vont devoir de plus en plus faire avec réfléchir à la prospective des métiers. Ils devaient le faire déjà avant, mais encore plus, vu la rapidité à laquelle évoluent les métiers. Et il y a des organismes qui ont été chargés en parallèle des entreprises de réfléchir à cette prospective emploi. Ça va être les OPCO qui ont été créés en début d'année avec la loi sur l'avenir professionnel. Donc, ça va être leur mission que de faire de la veille par branche d'activité sur la prospective des métiers.
L'innovation RH aussi est au cœur des stratégies d'entreprise. Elle est de plus en plus mise à la place d'un business partner. Va devoir de plus en plus considérer la personne, le collaborateur, l'expérience collaborateur comme un élément important aussi de la transformation. Un changement qui va impacter là, par contre, les personnes, les salariés, les travailleurs, c'est que avant, on était sur une logique de formation qui relevait essentiellement de la responsabilité de l'entreprise par rapport à un plan de formation. Or, depuis la réforme de la formation, vous avez le compte personnel de formation qui va amener les personnes à devenir actrices de leur parcours professionnel et de leur montée en compétences tout au long de leur vie. Donc, ça va être une responsabilité aussi bien individuelle que collective par rapport à une entreprise. Une dernière chose, c'est ces compétences, ces questions de compétences, en fait, on parle carrément aujourd'hui d'un changement de paradigme, c'est-à-dire que hier, on raisonnait formation, demain, et aujourd'hui déjà, on va devoir raisonner en termes de blocs de compétences. Donc, si vous voulez vous former, vous n'êtes pas obligé de repasser un diplôme, acquérir une nouvelle qualification. Par contre, il va falloir monter en compétence sur certains blocs de compétences identifiés. Donc, juste une petite statistique qui a été, une étude qui a été faite auprès des cadres de l'APEC. On leur a demandé, selon eux, comment les métiers allaient évoluer. Selon eux, 50% des métiers actuels vont être transformés. 20% des métiers actuels vont disparaître. Et 20% des métiers n'existent même pas. Donc, c'est ce que disait Pauline en introduction, c'est qu'il va falloir créer de nouveaux métiers, des nouvelles fonctions qui vont apparaître avec cette transformation. Donc, pour continuer sur cette question de compétences, là aussi, on ne voit pas très bien, malheureusement. Bon, c'est pas très grave. Donc, la transformation numérique, comme je vous le disais, c'est une question de montée en compétences. Ces montées en compétences, on peut les catégoriser alors, j'ai fait un petit inventaire qui est loin d'être exhaustif là, donc de ce qu'on appelle les hard skills, les soft skills et les mad skills. Alors, qu'est-ce que c'est les hard skills? C'est tout simplement les compétences techniques, les compétences dures que vous avez acquises par rapport à votre diplôme ou votre formation initiale. Donc là, effectivement, il va falloir monter en compétence sur ces hard skills. Il y a aussi les questions de soft skills qui vont être utiles dans le cadre de cette transformation, qui vont être, par exemple, l'agilité, l'intelligence collective, toutes ces soft skills très, très prisées aujourd'hui sur le marché cadre. Et puis, une dernière catégorie qui est plutôt ce qu'on va appeler les mad skills. Qu'est-ce que c'est les mad skills? C'est toutes les compétences qui sont un petit peu hors du commun, qu'on va développer dans le cadre d'un parcours paraprofessionnel ou extra-professionnel, des qualités un petit peu personnelles qui vont faire que vous avez un profil atypique, vous avez l'habitude de sortir des sentiers battus, etc. Donc là, j'en ai mis quelques-unes qui me paraissaient importantes. Et voilà. Donc du coup, voilà pour ce qui est des compétences. Peut-être passer à la slide suivante sur quelques chiffres. Un petit peu plus de contexte en fait maintenant sur le secteur du numérique. Donc pour ça, on a 2 slides à vous faire passer sur, dans un premier temps, le top 3 des métiers les plus recherchés, Florence. Oui, alors les top 3, vous avez, c'est donc le développeur web. C'est une étude qui date de 2018, une étude de Pôle emploi qui date un petit peu, mais quand même qui est intéressante, qui donc présente le développeur web comme le métier le plus recherché, le développeur mobile et le chef de projet digital. Pour ce qui est des activités qui recrutent le plus, du coup, il y a une convergence de fait. Donc, vous avez, le top 1, le top 3, c'est études des développements informatiques, la maintenance informatique et bureautique et la relation client. Voilà, donc un secteur qui reste dynamique, puisque les chiffres montrent qu'il progresse 2,5 fois plus vite que les autres secteurs.
Et puis, un élément aussi qu'on peut trouver facilement sur Pôle emploi, c'est que je suis allée regarder sur les débouchés. Quand vous tapez la fiche ROM développeur web, il apparaît que 10 candidats en moyenne postulent pour 9 offres d'emploi. Ça veut dire quoi? Que tout simplement, il y a peu de candidats et que peu de concurrence et du coup beaucoup plus de débouchés possibles pour les personnes qui sont qualifiées dans ces métiers-là. Voilà, je vous laisse continuer. Tout à fait. Merci Florence. Du coup, je prends le relais. Alors là, pour parler aussi, pour étayer un peu les propos de Florence sur quelques chiffres sur le secteur du numérique. Aujourd'hui, c'est 800 000 professionnels. Je vous ai mis les activités, le pourcentage de sous-catégories de ce secteur du numérique. Nous au wagon, en l'occurrence, on forme sur les catégories en gras qui sont la programmation et développement informatique, management et stratégie numérique, ainsi que l'analyse de données. Donc, on y reviendra plus tard. On est sur un marché du travail porteur, comme tu l'as dit Florence, 4,2% de croissance du chiffre d'affaires en 2018 pour 28 000 créations d'emplois nets et des métiers qui émergent comme le UX UI designer, le product owner manager et le data analyst. Alors, deux données intéressantes, en plus de toutes celles que tu as évoquées, Florence. On est sur les contrats proposés, on est quasiment à 94% de CDI dans ce secteur-là et on est sur une rémunération brute moyenne de quasiment 47 000 € en région après 3 à 5 ans d'expérience en poste. Voilà un peu pour les quelques chiffres. Et les 800 000 professionnels numériques, c'est en région ou c'est en France? Non, ça c'est en France. En France, parce que maintenant on a posé la question, c'est pour ça. Oui. Ok, super. Ouais, on va rentrer dans le vif du sujet au niveau des métiers du numérique. Donc, je vais commencer par vous parler du métier de développeur web, qui est voilà, le métier le plus connu, en tout cas que tout le monde entend parler sur ces dernières années et apparemment le plus demandé aussi sur le marché du travail. Donc, le développeur web, c'est un informaticien spécialisé dans la programmation de type ou d'application selon son langage. C'est-à-dire que c'est la personne qui va développer, créer les sites web. Donc, c'est une personne qui va devoir être autonome, curieuse, parce qu'elle va devoir toujours essayer d'aller chercher la solution à un problème, et surtout autonome dans sa manière d'apprendre, de continuer à apprendre tout au long de sa carrière, puisqu'aujourd'hui, elle va apprendre un langage, demain, en entreprise, peut-être qu'elle apprendra un nouveau langage. Il y a plein de langages qui sortent souvent, et les langages eux-mêmes évoluent. Donc, il y a des versions, si les langages se mettent à jour, il faut apprendre comment coder de nouvelles versions, comment peut-être passer d'une version à une autre sur une technologie. Et tout ça, c'est de l'apprentissage continu. Ça fait partie aujourd'hui un développeur web, c'est quelqu'un qui apprend au quotidien. Donc, c'est vraiment important d'avoir cette sensibilité-là. Et bien sûr, quelqu'un de très rigoureux, parce que quand on code aujourd'hui, on code avec plusieurs autres développeurs, souvent sur un seul projet. Et donc, on doit coder selon certaines normes et selon certains process pour avoir le code le plus clean possible et qu'il soit le plus simple à partager et à collaborer pour monter un projet de la manière la plus efficace possible. Voilà. Donc, plusieurs types de développeurs. Le développeur back-end, donc lui, c'est la personne qui va travailler sur la partie invisible d'un site web. Il va un peu travailler, on va dire, sur le cerveau de l'application. Pour vous donner un exemple concret, si on est sur un site e-commerce et qu'on clique sur un objet pour l'ajouter dans son panier, le fait qu'il aille dans son panier et pas dans le panier d'un utilisateur qui est connecté en même temps sur le même site, ça, c'est une fonctionnalité qui va être codée par le développeur back-end. À l'inverse, lui, le développeur front-end va coder tout ce qui est visuel. Donc, c'est quelqu'un qui a plus d'appétence un peu pour la partie visuelle, la partie un peu design. Et c'est des technologies et des logiques qui sont un peu différentes avec la partie back-end. C'est vraiment pendant les formations, en tout cas, que vous vous rendez compte si vous préférez les technologies back ou les technologies front. C'est assez compliqué de se dire avant la formation, moi je préfère le front que le back. Nous, on a eu plusieurs retours d'expérience de personnes qui pensaient rentrer en formation chez nous pour faire du front et qui ont préféré le back et inversement. Typiquement, là, qui suis le webinaire, on a quelques-uns de nos étudiants en fait, qui viennent de terminer la formation et qui sont intéressés un peu plus pour connaître un petit peu le marché actuel. Et beaucoup m'ont dit à l'entretien en fait, de fin de formation, on me dit finalement, je ne pensais pas que j'allais autant aimer le back-end ou le front-end et finalement, ça me plaît bien, quoi.
Et ça, c'est quelque chose, voilà, vous vous en rendez compte pendant tous les exercices que vous pouvez faire en amont, commencer à se former, et même après pendant une formation si vous allez plus loin. Oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment, voilà, la formation va vous faire découvrir un peu vos appétences ou vos réticences selon le profil que vous avez. Sinon, si vous aimez à la fois le front et le back, il y a aussi pas mal de nos étudiants, la plus grande partie, qui sortent pour se lancer en tant que développeur full stack junior. Et là, qui vont à la fois gérer des activités en front-end et en back-end. Ça dépend aussi des structures visées dans lesquelles on veut se lancer. Voilà, donc nous, au wagon, on a pas mal d'étudiants qui veulent se lancer derrière à leur compte en tant que freelance, mais aussi pas mal de personnes qui veulent se lancer en tant que salarié. Et en tant que développeur full stack, on est plus à même d'intéresser des boîtes de petite et moyenne taille, avec un budget plus réduit, parce qu'on est en effet polyvalent et qu'on est capable de gérer plusieurs langages. Si vous voulez peut-être du très spécifique dans des boîtes un peu plus grandes, sur des technologies très précises, peut-être qu'il vaut mieux à ce moment-là se lancer en tant que back-end ou front-end et se spécialiser dans des technos de niche pour essayer de faire son trou vraiment dans des boulots très spécifiques, quoi. Voilà, donc ça dépend un peu aussi de la stratégie derrière. En plus du fait d'aimer ou pas le front ou le back, ça dépend aussi de la stratégie qu'on veut mettre en place et les structures dans lesquelles on va vouloir travailler. Voilà. C'est aussi un deuxième élément à prendre en considération. Donc voilà, pour le métier de développeur, n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie questions, comme ça on pourra y revenir à la fin. Oui, effectivement. Betty, si tu peux poser tes questions dans la partie questions, donc au lieu de les mettre dans le chat, au moins ça nous permettra de ne pas les oublier et de pouvoir y répondre à la fin. Merci beaucoup. Après, moi, juste une chose peut-être à rajouter par rapport à ça, parce que c'est vrai que là, on dissocie clairement les trois métiers, hein, parce que voilà, pour la présentation, mais l'état du marché quand même montre aussi que en général, les entreprises, elles vont chercher un peu le couteau suisse qui sait tout faire, qui peut faire qui est full stack, mais c'est vrai que va pas forcément trouver sur les offres d'emploi des métiers clairement dissociés comme ça. Après, bon, moi, ce que je peux en dire par rapport à ces spécificités de développeurs, c'est le fameux back-end qui va s'appuyer un petit peu plus sur un esprit logique, une architecture, en fait, toute la partie un peu coulisses d'un site web ou d'une application web, et puis celui qui va s'occuper du front-end ou l'UX UI designer, qui va s'occuper plus particulièrement de l'ergonomie du site, faire en sorte que la circulation sur le site soit intuitive, facilitée, etc. Si un site aujourd'hui est facile à comprendre et où on peut se balader assez facilement dessus, c'est aussi grâce à ceux qui s'occupent du front-end et surtout des UX UI designers, quoi. Donc, des éléments importants, du coup, pour ceux qui vont s'occuper de la partie immergés de l'iceberg, donc du front-end, ceux-là, ils vont être amenés quand même à avoir des compétences un petit peu plus qui relèveront des sciences humaines, c'est-à-dire tout ce qui va relever de l'intelligence émotionnelle, de savoir comment les gens vont réagir à ce qu'ils voient, à ce qu'ils ressentent par rapport à l'utilisation. Et comme on va être tourné beaucoup vers l'utilisateur, il va falloir adapter à sa psychologie et au parcours client, hein, tout simplement, le parcours de l'usager sur ces sites-là. Donc, il y a plein de compétences différentes qui permettent ça. Il y a ceux qui développent l'architecture du site et il y a ceux qui vont faire en sorte que ça vous soit facile d'accès. Tout à fait. Voilà. Juste la petite remarque en plus, ce que vous pouviez dire. Exactement ça, et en plus, on va le revoir sur les prochains métiers. Donc, vous déroulez par la suite sur un métier qui va être le plus proche, on va dire, de la gestion de projet. Donc, on va parler du product owner et du product manager. Oui, tout à fait. Alors, le product owner manager, ça va être un peu, en parlant de product owner, ça va être un peu le chef d'orchestre de la réalisation d'un produit web de A à Z. Donc, en prenant le cas concret d'une agence web, si un client vient pour présenter un projet, le chef de projet, il va analyser le cahier des charges, essayer de voir combien de temps il va prendre pour faire telle ou telle fonctionnalité. Il va définir un rétro-planning avec des sprints. Ce qu'on appelle des sprints, c'est des phases
ou intermédiaire à travers lesquels on va présenter le projet au client pour qu'il y ait un suivi de manière continue. Et ensuite, c'est la personne qui va aussi s'occuper de staffer les équipes de dev pour la réalisation du projet. Donc, il a une casquette relation client avec le client, une casquette manager avec les développeurs avec lesquels il travaille au quotidien. Et aujourd'hui, pour être un product owner, en tout cas, dans les offres d'emploi, un des prérequis sur quasiment la totalité des offres d'emploi sur les postes de product owner, c'est d'avoir les prérequis techniques d'un développement web pour comprendre ce qu'on fait et les personnes qu'on manage au quotidien et aussi pour avoir une certaine pertinence dans les propos qu'on tient aux clients. Le product manager, là, c'est un peu différent. C'est une personne qui a un peu plus de recul. Souvent, c'est le poste, selon les offres d'emploi, on peut trouver product owner et manager pour la même chose. Mais dans la définition, product manager, c'est la personne dans une boîte peut-être un peu plus importante qui va avoir la vision stratégique voilà, du produit, qui va être en collaboration étroite avec le product owner, et c'est lui qui va dire voilà, pour les évolutions futures, ben, je pense qu'il faut partir là-dessus, parce qu'il va avoir aussi cette vision stratégique du marché avec l'analyse des concurrents. Il va dire voilà, moi je pense qu'il faut mettre le paiement en priorité, ensuite on va faire ça comme ça, et c'est lui qui va avoir aussi le pouvoir décisionnel sur les évolutions du produit. Voilà pour ces deux postes-là. Et ces deux postes qui nécessitent vraiment aujourd'hui un prérequis technique sur quasiment une grosse majorité des offres d'emploi. C'est un métier qui va être intéressant. Et alors, juste pour en fait, travailler dans de la gestion de projet, travailler du produit, et vous vous rendez compte en fait aujourd'hui que vous travaillez sur un produit tech, vous êtes un peu frustré de ne pas pouvoir communiquer avec des développeurs, de ne pas pouvoir challenger en fait l'équipe de développement. Et du coup, beaucoup de personnes aujourd'hui commencent à s'intéresser en fait à la partie technique du produit pour être capable de pouvoir mieux communiquer et challenger en fait des équipes de développement et pouvoir mieux répondre aux besoins clients derrière. Juste pour répondre à une question de Betty, Betty, je vais t'inviter à mettre les questions dans question parce que sinon après on va pas pouvoir toutes les reprendre. Parce que là tu es dans la partie chat. Et pour répondre à ta question sur chef de produit, owner manager, chef de projet, en effet, c'est en français, on appelle ça chef de projet également. C'est ce qui est comparable au product owner, au chef de projet. Pour continuer sur le... Alors, juste pour compléter, parce que ça me paraît quand même important, parce que souvent aussi, les gens ont déjà été amenés à être sur des modes projet classiques et linéaires, mais la spécificité quand même du numérique, c'est qu'on est quand même sur des approches de fait innovantes qui vont devoir s'appuyer sur des méthodes de design thinking, donc en intégrant en fait l'avancée, l'évolution des produits step by step et par ce qu'on appelle itération. Le produit, le service évolue au fil du temps par rapport à ce qu'on constate par rapport aux évolutions à apporter sur les fonctionnalités du produit. Et puis, et c'est aussi des manières de manager le projet qu'on appelle agile et collaboratif. De fait, dès qu'on est dans l'innovation, ça va amener à avoir des méthodes particulières qui vont permettre cette agilité et cette adaptabilité immédiate aux évolutions des fonctionnalités. Voilà. Ce qui va se différencier quand même des chargés de projet sur d'autres dimensions, peut-être moins évolutives que le numérique. Oui, tout à fait. Voilà, juste ce que je voulais rajouter. Merci Florence. Du coup, je prends le relais sur le UX designer que tu as commencé à introduire tout à l'heure. Donc, UX. Ah oui, excuse-moi, du coup. Pas de souci, ça fait une intro. UX, du coup, ça signifie User Experience. Et en gros, donc, c'est toute l'expérience utilisateur. C'est la personne qui va dessiner le squelette, on va dire, de l'application, qui va penser le parcours utilisateur pour que l'utilisateur ait la meilleure expérience possible et que du coup, il reste le plus longtemps possible sur le site internet ou qu'il aille jusqu'au bout de ses actions sur un site e-commerce, par exemple. Tout ça, c'est le rôle de l'UX designer. L'UI designer, donc c'est User Interface. Donc là, c'est vraiment l'interface. C'est la personne qui a en charge toute la partie visuelle de l'application. Créer le logo, la charte graphique, de dire que telle image doit faire telle taille, de faire des effets aussi quand on va surligner un bouton,
des fois, il y a des effets ombrés ou des effets bump qui se mettent en place. Donc, c'est lui qui gère toute cette partie visuelle-là. Et l'UX, UI designer, donc des fois, c'est une seule et même personne. Et une fois qu'ils ont créé les éléments, ils vont les transmettre aux développeurs, que ce soit le développeur full stack ou front-end, pour qu'ils puissent les intégrer dans le code et que ça apparaisse sur l'application web, si on veut schématiser vraiment de manière très simple. Des compétences qui sont très recherchées aujourd'hui sur le marché de l'emploi, c'est les personnes qui ont des compétences en UX, UI design, mais à la fois en développement front-end de full stack, notamment en startup, hein, c'est des personnes qui sont très polyvalentes, avec des compétences qui permettent d'avoir une personne qui arrive à gérer le tout. Aujourd'hui, c'est des qualités qui sont en tout cas très demandées, qui font la différence d'avoir un bon UX, UI designer dans sa team. En fait, fini les cahiers des charges de 70 pages qu'on donne aux développeurs et après, en gros, il doit se débrouiller avec ce qu'on lui donne. Ça, c'est terminé. Aujourd'hui, on passe par du maquettage en fait, d'applications. Donc, on appelle ça un prototype d'application web qui va nous permettre de savoir directement à quoi va ressembler le produit derrière. D'une part, de tester auprès des utilisateurs et de s'assurer qu'il y a un besoin. Et dans un deuxième sens, de donner en fait, ce prototype au développeur et qu'il ait la vision très claire de ce qu'il doit développer derrière. Ouais, exactement. Là, c'est une personne qui a quand même des affinités avec la créativité, le graphisme, qui aime en fait créer des choses, qui a une capacité aussi à comprendre les besoins utilisateurs, à faire des entretiens avec des utilisateurs, se renseigner, qui a pas mal d'empathie avec des personnes pour pouvoir bien comprendre le besoin et s'assurer que ce qu'il va designer soit faisable, répondre à un besoin utilisateur et soit faisable techniquement par les développeurs derrière. Ouais, exactement. Là, on va avancer sur un… D'ailleurs, c'est vrai que… Vas-y. Juste pour compléter, parce que c'est vrai que c'est un métier particulièrement créatif, hein, pour ceux qui pourraient croire que les métiers des nouvelles technologies ne seraient pas des métiers créatifs. Là, ça en fait partie quand même. Et puis, il s'appuie aussi beaucoup sur les sciences humaines, hein, ce que tu disais. Et puis notamment par rapport aux neurosciences, hein, pas mal d'études qui vont permettre de mieux adapter les fonctionnalités en fonction de la psychologie, de l'ergonomie, de la manière de véhiculer sur les sites. Tout à fait. Voilà. Donc là, on était rentré plutôt dans une partie web, donc avec le développement et le UX designer. Et maintenant, on va passer dans la partie plus données, donc analyse de données. Je pense que vous avez tous vu aujourd'hui qu'on vit dans un monde où on est entouré par de la donnée. C'est-à-dire quand on va sur Internet, quand on ouvre notre téléphone, quand on utilise n'importe quelle application web ou mobile, de la donnée est récoltée en fait sur notre utilisation. Aujourd'hui, les entreprises, elles sont vraiment assises sur une mine d'or d'informations qu'elles n'utilisent pas ou qu'elles ne savent pas utiliser. C'est-à-dire qu'en fait, ils arrivent à récolter de la donnée, mais en revanche, ils n'arrivent pas du tout à l'analyser et à prendre des décisions stratégiques derrière. Et ça va être le rôle, en fait, du futur data analyst. Oui, tout à fait. Donc, le data analyst, c'est quelqu'un qui va traiter l'extraction de bases de données. Donc, voilà, il va collecter, nettoyer. Ça, c'est une grosse partie du travail pour ensuite analyser et interpréter les données récoltées pour les mettre à disposition des équipes métiers, donc des managers, afin de prendre des décisions business. Le data analyst, par exemple, pour vous donner deux exemples concrets, le premier, ça pourrait être sur un site e-commerce pour avoir vraiment une vision très précise de la typologie des utilisateurs qui rentrent sur notre site, pour par exemple leur envoyer des publicités adaptées. Ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place dans le cadre des techniques de data analyse, donc qui est une des techniques d'un data analyst, pour justement qu'il puisse faire un cluster avec, voilà, on va lui envoyer des données, ça va nous dire, ces groupes-là, il y a 4 groupes de personnes bien distinctes, sur lesquelles on va pouvoir mettre des noms et avoir des techniques marketing différentes pour approcher ces personnes. Puis, un autre exemple aussi très concret, sur un tuto que j'ai vu la dernière fois sur la data analyse. En gros, aujourd'hui, quand vous allez récupérer par exemple un fichier CSV, là c'est un fichier CSV de 50 000 lignes sur le prix des appartements à New York par quartier, en fonction de plein de critères, et notamment il y avait aussi la longitude et la latitude. Aujourd'hui, si votre manager vous demande voilà, comment on fait pour savoir quels sont les quartiers les plus chers,
tout ça, ça va prendre des heures et des heures d'analyse pour faire des moyennes, tout ça. Alors qu'avec Python et des librairies qu'on peut utiliser, on peut très facilement charger le plan de carte de New York, dire que, commander à la machine de dire de mettre des points très précis en fonction de la longitude et de la latitude. Et en gros, en faisant 2 lignes de code, on peut colorier toute la carte de New York en mettant en évidence les quartiers les plus ou moins chers en fonction des données qu'on a. Et tout le boulot est fait en 2 minutes plutôt que de passer des heures et des heures d'analyse. Aujourd'hui, il y a des choses très simples des choses très compliquées qui peuvent être gérées de manière très simple sur de la data analyse plutôt que par Excel, en passant notamment par des outils Python. Voilà. C'est fait. Et pour conclure du coup sur tous ces métiers-là, donc il faut voir, aujourd'hui on a tous des a priori, peut-être des préjugés par rapport au métier que ce soit le développement web ou le data analyst. À cette slide-là, j'avais plus tourné quand même sur le développement web. En gros, de dire qu'un développeur, c'est pas quelqu'un qui reste dans son coin toute la journée. Il y a une grosse partie du travail qui est un travail en équipe. Et ça, c'est très important d'en être conscient parce que ça va être au quotidien, même si vous êtes en freelance, tout ça, vous allez toujours collaborer avec d'autres devs ou des designers ou tout corps de métier. C'est très important d'être à l'aise là-dedans. Vous ne serez pas, en tout cas, esselé dans votre coin tout seul. Alors, des fois, on dit que c'est un secteur pour les hommes ou je suis trop âgé. C'est pas une question d'âge ou de sexe, c'est vraiment dans nos formations, ça va de 17 à 60 ans, donc il y a quand même un gros écart d'âge. L'année dernière, pour vous dire un exemple, on a eu 41% de femmes qui ont suivi la formation du wagon. Donc on n'est pas encore à la parité, mais on y travaille et ça se passe très bien pour tout le monde. Donc pas aussi de limite par rapport à ça. Et en fonction on dit souvent que pour être bon en développement web, il faut être bon en mathématiques. Alors c'est vraiment deux logiques très distinctes et ça n'a vraiment rien à voir. On peut être très bon en mathématiques et pas bon en développement web et inversement. Donc, je ne sais pas du tout que ce soit une barrière. Par contre, c'est une barrière en effet pour le métier de data analyst parce que là, ça révèle quand même. Un peu plus d'algorithmisme. C'est ça le métier de data analyst, c'est à croiser des chemins entre les maths, la programmation informatique et le business. Donc voilà, ça demande quand même des notions un peu plus poussées. Nous, ce qu'on demande, c'est un équivalent bac-S, par exemple, pour entrer dans notre formation de data analyst en niveau maths. Donc vraiment, s'il y a une chose à retenir sur ce slide-là, donc souvent, moi, par rapport au wagon, j'interviens en fait sur la première prise de contact avec les personnes qui sont intéressées. Et souvent, la première chose qu'on me dit, c'est « mais moi, je ne sais pas coder ». Je dis bah, « c'est pas grave, c'est pour ça que vous êtes là, c'est pour apprendre ». Et du coup, vraiment, vous fermez pas des portes parce que vous pensez que c'est infaisable, ça n'est pas le cas. Ça peut être accessible à tout le monde, ça va demander du travail, effectivement, c'est pas forcément simple. Mais si on a de la motivation, on a envie de réussir et que ça nous plaît, pour moi, on peut totalement réussir. Et c'est vraiment ça qui fera la différence, c'est la motivation et le travail, quoi. Donc, comme l'a dit Laurent, je pense qu'il a super bien résumé, tous ces métiers dont on vous a parlé auparavant, c'est pas fait pour des groggy derrière l'ordinateur, quoi. Et ça, c'est vraiment un point à retenir. Aujourd'hui, un développeur, il doit communiquer, il doit échanger. Un product owner, il doit pouvoir communiquer avec son management, avec ses équipes clients, ses équipes produits, ses équipes de développement. Un data analyst, pareil. Alors effectivement, c'est quelqu'un qui est plus orienté logique, mathématiques, programmation, mais il doit pouvoir faire des analyses et les retranscrire à son patron sans que son patron comprenne tout ce qu'il est en train de dire, ou que ses grands-parents comprennent ce qu'il est en train de faire comme métier. Donc, typiquement, c'est quelque chose. Voilà, il faut être capable de le faire, quoi. Oui, tout à fait. C'est important. La simplification, en gros, c'est pas parce qu'on apprend des trucs hyper compliqués qu'il faut les retranscrire de manière compliquée. Et au wagon aussi, c'est vraiment quelque chose sur lequel on approfondit ce travail-là, c'est de retranscrire de manière très simple et très visuelle, très claire, des choses concrètes plutôt que de partir dans des explications très complexes et incompréhensibles pour la plupart des gens. En fait, c'est savoir communiquer de la bonne manière en fonction de votre interlocuteur. S'il y a un mot à retenir, c'est ça. Quand vous allez communiquer avec votre grand-mère et qu'elle vous demande comment marche Internet, vous n'allez pas expliquer de la même manière que si c'était votre pote qui vous demandait comment on utilise X choses, en fait.
Ouais, ou votre patron, ou votre responsable technique. Ouais, même des missions freelance, par exemple, si votre but c'est de vous lancer en tant que freelance, que vous trouvez sur Internet, des fois vous allez voir des clients qui sont pas du tout connectés, justement, qui cherchent à externaliser parce qu'ils ne comprennent vraiment pas grand-chose. Et voilà, si vous commencez à les voir en lui parlant de langage, en lui parlant de trucs hyper complexes, tout ça, ça va être beaucoup plus compliqué à obtenir des missions qu'en lui expliquant très clairement qu'est-ce que vous pouvez lui faire de manière concrète, on va dire, et simple. Tout à fait. Florence, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce slide? Non, si ce n'est que pour le coup, j'ai un exemple même de des idées sur lesquelles il ne faut pas s'arrêter, parce que moi, je fais partie des ce qu'on appelle des seniors et je suis une femme et je ne suis pas du tout mateuse. Et pour autant, j'ai envie de me former au développement web et parce que je pense que c'est tout à fait accessible et c'est bien de faire tomber les idées reçues là-dessus parce qu'il est temps de se former aussi à ces approches. Alors peut-être pas au codage pur et dur, mais en tout cas à l'usage des nouvelles technologies et de la complexité des systèmes qui sont ceux à construire autour du digital, quoi. Voilà, c'est ça, c'est d'arriver, c'est surtout intégrer ces nouvelles pratiques professionnelles. Hein. Voilà, il est surtout question de ça. Après, ça passe par le codage, au moins pour comprendre comment fonctionne concrètement, mais pour un chef de projet, par exemple, dans le digital, il ne va pas être obligé de coder lui-même. Mais par contre, s'il ne comprend pas comment ça fonctionne, les compétences que ça requiert pour réaliser un projet par rapport à une demande client, il faut qu'il s'interroge sur la faisabilité du projet. Et pour ça, il faut qu'il connaisse l'ensemble des compétences nécessaires pour produire la solution attendue, la solution digitale attendue. C'est ça, Voilà. tout à fait. Mais du coup, ça fait... Donc, ça n'est pas forcément que pour apprendre à coder, mais c'est aussi pour intégrer les nouvelles pratiques professionnelles qui impliquent le digital. C'est ça. Mais ça fait un super bon lien avec la suite. Donc, en gros, comment on va se former? En fait, comment on peut passer un petit peu à l'action? Et du coup, pour nous, on l'a fait en trois étapes. On a fait en fait du meet-up à la formation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire si vous commencez à être intéressé par ce sujet, la première chose que vous pouvez faire, c'est commencer à participer à des ateliers en fait d'initiation. Donc, tout simplement, nous, on en organise, mais si vous allez sur les sites tels que Meetup ou Eventbrite, qui sont des sites qui recensent en fait des événements, ateliers, conférences sur le web, vous pouvez filtrer par la ville où vous habitez ou même filtrer par des événements en ligne qui ont été un peu démultipliés avec le Covid et participer à ce type d'atelier pour voir si déjà ça vous intéresse. Par exemple, nous, on organise des événements sur l'UX, UI design et le prototypage d'applications rapides, le fait de coder sa première page web en moins de 2 heures, le fait d'automatiser ses tâches, pareil, en moins de 2 heures grâce aux API, apprendre le JavaScript, apprendre l'analyse de données, apprendre le Python. Voilà, c'est différents ateliers qu'on organise en ce moment. Une fois qu'on a passé cette étape, ou même en même temps, on peut commencer à comprendre un peu mieux ce qu'est le code en s'intéressant en fait sur ces deux plateformes qui sont Codecademy et Open Classroom. En fait, Codecademy et Open Classroom, vous avez différents modules qui sont disponibles. Codecademy vraiment orienté code. Open Classroom, vous allez avoir du code et vous allez avoir aussi de la gestion de projet, du marketing digital, pas mal d'autres domaines aussi qui peuvent être intéressants pour commencer à se former sous format d'1 heure jusqu'à 5 heures de cours en vidéo. N'hésitez pas à rencontrer des personnes qui se sont reconverties dans ce métier. Ça, c'est vraiment un point qui est hyper important. S'il y a un métier qui vous intéresse, discutez avec les personnes qui font ce métier-là. Tout le monde adore parler en fait de son métier. Je pense qu'on aime tous partager ce qu'on fait. Et du coup, je pense que écrivez un petit message sur LinkedIn à quelqu'un ou demandez à l'APEC s'ils connaissent quelqu'un qui fait ce métier-là. Nous aussi, on sera ravis de vous mettre en relation avec d'autres personnes qui font ces métiers pour pouvoir échanger avec eux et s'assurer que ce soit quelque chose qui vous intéresse. Participer. Oui. En tout cas, juste pour... Oui, excuse-moi, Pauline, hein, tu as fini? Non, j'attends que tu finisses peut-être pour compléter.
Non, non, c'était juste par rapport à ça, parce que là, on rentre vraiment dans la formation, hein, dès que vous avez identifié un besoin de formation, et finalement commencer à s'acculturer à cette nouvelle formation. Mais en amont de cette formation, il y a tout un travail sur la construction d'un projet qui va relever peut-être d'une reconversion professionnelle, d'un bilan de compétences, d'un bilan de situation pour savoir dans quelle mesure ce que vous faites déjà est transférable ou pas sur ce nouveau métier. Donc tout ça, c'est un travail qui se fait en amont, bien sûr, du wagon, et sur lequel l'APEC peut intervenir aussi pour vous aider à vous orienter dans votre choix de formation, en tout cas les compétences sur lesquelles vous souhaitez plus particulièrement vous Oui, former. bien sûr. Tout ce que je suis en train de dire là, ça peut être fait en amont, une fois que si vous n'avez pas trop d'idées en fait dans quelle direction vous voulez aller, vous faire aider par l'APEC, ou même si vous avez une idée un peu plus précise, de commencer à se former. En fait, il y a vraiment deux possibilités effectivement. Par exemple, sur les métiers orientés sur la data, en fait, on organise là sur le mois de mai le mois de mai, rien à voir, le mois de juillet, août. Quand je suis restée dans le Covid. En fait, on organise un séminaire, un peu une initiation gratuite en fait à l'analyse de données. Donc, c'est à raison de 2 fois par semaine, 1 heure entre midi et 2, pour commencer à se former et voir si ça nous intéresse. Donc, n'hésitez pas à nous faire un petit message, vous aurez nos coordonnées, ou à candidater directement sur le petit lien que je vous ai mis ici, pour regarder de en quoi ça consiste et commencer à se former. En fait, c'est fait pour les débutants, il n'y a pas besoin de prérequis. C'est vraiment, on va expliquer pas à pas l'analyse de données et la programmation avec Python. Donc, c'est les bases de la programmation également, pour voir si ça vous intéresse. Et la troisième étape, pour nous… Python qui est quand même… Oui. Python qui est un des langages principalement utilisés aujourd'hui, hein, c'est ça Python, c'est ça pour ceux qui ne connaissent pas. C'est le langage principal pour analyser de la donnée. Et en développement web, il peut être utilisé également. Et du coup, en fait, la troisième étape pour nous, qui peut être également la première, hein, il y a des personnes qui ne font pas forcément tout ce chemin de réflexion en amont, c'est passer par une formation pour avoir les compétences de se reconvertir, de trouver un métier, de continuer à monter en compétences sur ces nouveaux métiers. On fait partie d'une association qui s'appelle Code for Marseille. Donc, c'est une association qui a été créée en 2018 à la base par Le Wagon et Webforce 3, si je ne me trompe pas. Et Simplon. Et Simplon, ok. Pour réunir en fait les écoles de code sur Marseille et pouvoir former plus de personnes en fait au développement web et à la programmation informatique. Aujourd'hui, il y a 9 écoles. Et du coup, nous, c'est quelque chose, on travaille vraiment en bonne entente avec tout le monde. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. On fera un point en fait avec vous sur votre projet et potentiellement vous mettre en relation avec d'autres écoles si on ne convient pas. Et pour vous faire parler rapidement en fait des formations du wagon, et après on va prendre toutes les questions. Donc, n'hésitez pas en attendant à poser toutes vos questions dans l'onglet questions pour qu'on puisse y répondre à la fin. On a une première formation, comme je vous l'ai dit, en développement web. Le principe, c'est d'apprendre à coder en fait pour créer des applications web de A à Z. Sur ce bootcamp-là, c'est une formation intensive, soit en 9 semaines à temps plein, soit en 24 semaines en fait en cours du soir, à raison de 2 fois par semaine et le samedi. Le principe là, c'est d'arriver sur des métiers qui sont développeur web, full stack, product owner, product manager, UX UI designer, chef de projet digital. Voilà un peu les possibilités qui s'offrent à nos alumni. Ouais, que ce soit en tant que salarié ou en freelance. On a vraiment, c'est très partagé entre les personnes qui souhaitent se lancer à leur compte et celles qui souhaitent trouver un boulot à l'issue de la formation. C'est ça. Et la deuxième formation qui démarrera donc en octobre, c'est une formation en data science. Le principe, comme l'a dit Laurent, c'est de vous apprendre à explorer, collecter, analyser de la donnée dans le but de prendre des décisions stratégiques. Et on ira même plus loin sur les métiers plus poussés de la data, qui parlent donc de machine learning, de deep learning. Voilà un peu les notions, c'est-à-dire écrire des programmes qui vont
formés en fait au métier de la data science. Oui, tout à fait. Donc, cette formation amène sur le métier principalement de data analyst. Et selon votre background, on peut aussi vous amener sur des métiers de data engineer ou de data scientist à court terme. Et avec de l'expérience, on peut aussi passer par le data analyst pour devenir aussi data scientist à terme. Je crois qu'on a une session prévue le 30 juin pour aller un peu plus en profondeur aussi sur ce programme-là, qu'on lance pour la première fois à Marseille, même si ça a déjà été lancé sur plusieurs formations à Paris. Là, je voudrais rajouter un mot sur ces deux programmes de formation. Au niveau de la pédagogie, donc on est vraiment basé sur 80-85% sur de la pratique. Vous êtes très bien encadré avec un ratio de 1 prof pour 8 étudiants en moyenne. Donc vous êtes accompagné tout au long de vos journées par l'ensemble du corps professoral, donc ce soit des professeurs assistants, beaucoup issus des formations du wagon d'ailleurs. Et vous avez aussi accès à une plateforme pédagogique qui vous permet de suivre les cours, que ce soit en vidéo pour revoir les cours derrière le soir, pour faire vos exercices, et c'est une plateforme que vous pouvez accéder à vie et qui est mise à jour en continu. Donc, du coup, élément très important à avoir en tête, c'est ça aussi qui fait partie de la qualité pédagogique de la formation. Moi, je vais enchaîner un dernier slide pour vous parler des financements, puisqu'on n'a pas parlé du coût des formations, mais c'est des coûts qui sont à 6 000 euros. Sur le développement web, on est certifié RNCP de niveau 6, c'est-à-dire qu'on a un équivalent de Bac+3, Bac+4, qu'on n'a pas encore pour l'instant sur la data. Et donc, selon votre typologie, selon votre profil, que vous soyez demandeur d'emploi, salarié, étudiant, freelance ou indépendant, donc freelance ou entrepreneur, il y a plusieurs financements qui s'offrent à vous. Je laisserai aussi Florence compléter après parce que l'APEC joue un rôle aussi fondamental là-dessus pour bien choisir, en fonction de votre projet, les financements qui peuvent s'offrir à vous. Mais voilà, on vous accompagne de toutes nos forces pour que vous soyez serein à ce niveau-là. Et, notamment, voilà, peut-être 2 éléments à avoir en tête. Le compte personnel de formation que vous pouvez utiliser si vous avez déjà été salarié et qui se cumule, que vous pouvez trouver sur moncompteformation.gouv.fr et que vous avez le droit d'utiliser pour des formations qui sont certifiantes. Nous, en l'occurrence, la formation en développement web. N'hésitez pas, si vous avez travaillé avant 2015, à renseigner vos heures diff qui vont venir compléter votre montant CPF afin que vous ayez un plus gros budget à votre disposition. Et on a mis en place aussi, en partenariat avec la BNP Paribas, pour toutes les personnes qui viennent au wagon, un prêt, comme un prêt étudiant, avec un taux d'intérêt à 0,9%, mais surtout un différé de remboursement pouvant aller jusqu'à 5 ans, ce qui permet pour des personnes qui n'auraient pas pu avoir un financement soit complet, soit en partie, d'emprunter tout ou partie du prix de la formation et voilà, sans être bloqué par des soucis de trésorerie à l'instant T. Voilà, donc, on aura l'occasion de parler de tout ça ensemble ou aussi avec votre conseiller APEC, notamment Florence, si tu veux rajouter 2 mots à ce niveau-là. Non, non, non. Après, par rapport au dispositif de financement, évidemment, hein, je vous invite à vous rapprocher d'un conseiller, de votre conseiller APEC référent si vous en avez un. Si c'est pas le cas, vous pouvez aussi vous inscrire et demander un rendez-vous spécifiquement pour étudier les moyens de financement dans votre cas particulier. Bon, de toute façon, il y en a pas des milliards. Hein, il y en a ceux qui vont relever du statut salarié. Hein, donc, ça va être soit l'employeur qui va le programmer dans son plan de formation de montée en compétences, où il peut y avoir un cofinancement avec votre CPF. Et après, il y a les demandeurs d'emploi où effectivement, vous pouvez mobiliser votre compte CPF. Vous pouvez faire une demande en tant que demandeur d'emploi auprès de Pôle emploi et il existe une seule possibilité par le biais de l'aide individuelle à la formation. Donc là, ça passe par votre conseiller Pôle emploi, hein, pour faire une demande sur devis. Voilà, après, pas oublier que le financement, c'est vraiment une histoire de cofinancement. Hein, c'est-à-dire qu'on peut cumuler plusieurs dispositifs et ça, il y a tout un travail peut-être de réflexion et de stratégie autour de ça avec des spécialistes de ces questions de financement de formation.
Donc voilà. Et après, non, j'ai rien de spécial à ajouter, si ce n'est que aussi par rapport au statut freelance et auto-entrepreneur, hein, parce que souvent ces métiers du digital vont être des métiers salariés, mais il y a aussi beaucoup d'activités en freelance. Et donc là, ça relèverait d'une démarche de création d'activité, en plus peut-être d'un plan de formation. Et là, effectivement, l'APEC aujourd'hui peut vous accompagner aussi sur la réflexion et la construction de votre projet de création d'activité. Voilà. En tout cas, elle vous met en lien également avec les interlocuteurs clés qui interviennent sur ces questions de création. Super. Voilà. Merci beaucoup, Florence. Pour terminer, on vous a mis nos coordonnées. Du coup, je les aurai également parce que je vais vous faire parvenir le mail avec la présentation. Et si vous voulez prendre quelques notes, prendre mon numéro de téléphone et adresse email, on se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions de manière plus individualisée. Ce que je vous propose maintenant, c'est n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans l'onglet questions. Il y en a déjà pas mal. On va y répondre. À tout ça, je suis en train de regarder en même temps. Ouais. Alors, on y est, oui, Betty, donc, tu as bien trouvé, on est bien dans l'onglet questions. Donc, on va pouvoir répondre à toutes les questions posées. Donc, data analyst, proche de l'IA, data scientist. Donc, data analyst, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, en fait, donc c'est la personne qui va analyser les données, enfin, les récolter, les nettoyer, les analyser pour en déduire des orientations business. Quand on commence à parler d'IA, donc d'intelligence artificielle, là, on entre plus dans le cadre du machine learning notamment, qui consiste en fait à apprendre à des ordinateurs à apprendre d'eux-mêmes pour arriver à nous donner des résultats. Donc, on va donner des entrées et des sorties à un ordinateur. On va lui apprendre comment aller de cette entrée-là à cette sortie-là. Et ensuite, on va l'entraîner. Donc, par exemple, si vous avez un set de données sur l'immobilier, donc on a la surface en mètres carrés, le nombre de pièces dans l'appartement et la situation géographique. On a un prix du coup du bien. Donc, on va apprendre en fonction de ces 3 caractéristiques que cet appartement vaut tant à l'ordinateur. On va lui donner un jeu de données, par exemple, de 80 appartements. Et ensuite, il va lui-même commencer à trouver le prix des appartements en fonction des données qu'on va lui rentrer de manière autonome. Et en fonction des premiers résultats qui vont sortir, on va lui dire, ben, là, tu as eu un bon résultat, donc il va savoir qu'il a fait une bonne chose. S'il trouve un résultat trop éloigné du résultat attendu, on va aussi le lui dire. Comme ça, il va s'améliorer au fur et à mesure, l'algorithme va être de plus en plus fin. Là, on est dans l'intelligence artificielle. C'est quand la machine commence à apprendre pour derrière produire des choses de manière beaucoup plus rapide que ce que pourrait faire un être humain. Voilà. Et donc, tout ça, on le voit aussi dans le programme de formation du wagon, toutes ces notions de machine learning et deep learning qui font partie de l'intelligence artificielle. C'est ça, tout à fait. Ok. Ensuite, chiffre plus langage. Je n'ai pas tellement compris la question. Si peut-être tu peux reformuler, Betty, oui, là-dessus. Betty, tu nous as posé la question de langage TAL. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, si tu peux l'écrire dans le chat, qu'on puisse y répondre. Et en attendant, on a une question. C'est pareil. Alors, il y a la partie sur les... Après, je crois qu'il y a des questions. Je ne sais pas s'il y avait des questions sur le niveau de qualification à la sortie. C'est un titre RNCP. Hein, je ne crois pas que vous l'ayez dit. De niveau 6, qui équivaut à une licence maîtrise, en sortant de la formation du wagon, en tout cas. Alors, si on regarde, on ne regarde pas dans la caméra, c'est juste qu'on a l'écran qui est projeté en fait en haut, donc on ne lève pas les yeux au ciel. Je préfère préciser juste qu'on est en train de regarder les questions. Du coup, effectivement, pour répondre à la question de Sébastien, toutes les coordonnées, je les ai projetées. Et sinon, on les renverra par mail à la suite avec la présentation en pièce jointe. Donc, vous pourrez après me contacter, que ce soit l'APEC ou le wagon, de manière assez simplifiée. Donc, question de Jean-Marie Rousselet. Est-ce que les entreprises prennent en formation
directs pour leurs besoins internes. Là, par exemple, on vient de faire ce qu'on appelle une POEI, donc une entreprise qui va embaucher un de nos étudiants qui va commencer la formation lundi, de suite après la formation, et du coup, Pôle emploi a financé sa formation dans le cadre d'une POEI, qui est une préparation opérationnelle à l'emploi individuel. Donc, on a des profils qui intéressent aujourd'hui, qui satisfont les employeurs qui font des offres très, très régulièrement. Et du coup, bien sûr, donc non seulement nos étudiants sont embauchés à l'issue de la formation, on a un tiers de nos étudiants qui trouvent un emploi en moins d'un mois, 75% en moins de 3 mois, et là, une personne qui a même trouvé avant même de commencer la formation. Donc, il y a de la demande, et sachant qu'après 6 à 12 mois de recherche, il y a 95% des étudiants sortis de leur formation qui sont en poste, voilà, peu importe le métier. Et aussi pour ajouter à ça, les entreprises peuvent financer la formation de leurs employés. Donc, si tu es déjà salarié, toi, dans une entreprise et que tu as envie de te former, il y a plusieurs dispositifs qui peuvent être mis en place pour que tu puisses te former avec un financement entreprise ou ce qu'on appelle transition pro. Oui, tout à fait. Entreprise / OPCO, aussi les opérateurs de compétences qui peuvent contribuer, ou en passant par transition pro, si le projet professionnel est bien défini, qu'on est vraiment dans le cadre d'une reconversion, et avec l'accord de l'employeur si c'est sur le temps de travail. C'est ça. Donc tout ça aussi, c'est des projets qu'il faut définir avec son CEP, notamment les conseillers APEC qui peuvent aussi vous aider à bien définir votre projet professionnel, à bien construire votre demande auprès de transition pro. Sous quel délai pouvons-nous obtenir le support présenté ce cours? Vous l'aurez avant ce soir, maximum. On enchaîne après sur une autre réunion. Je ne peux pas vous l'envoyer directement, mais juste après. Donc, très rapidement. Bonjour, merci pour cette présentation. Est-ce que les métiers comme concepteur, rédacteur pour le web ou référenceur sont dans le giron des métiers du numérique? Avez-vous des infos là-dessus? Pouvez-vous en parler, s'il vous plaît? Alors, je n'ai pas forcément de données à ce niveau-là sur ces métiers. Pour moi, ce sont des métiers qui sont quand même importants, puisqu'en fait, un site web sans contenu, ça ne va pas fonctionner. Et pareil, un site web qui n'est pas visible sur le web, ça ne sert pas à grand-chose. Après, est-ce que c'est un métier à part entière ou est-ce que c'est une compétence qu'on peut rajouter en fait sur un poste de développement web, un poste du XUI par exemple, qui va faire du contenu également? Je pense que ça peut être intéressant en fait d'avoir un peu cette double compétence et de ne pas forcément être spécialisé dans quelque chose. Donc ça va énormément dépendre des entreprises dans lesquelles tu postules. Aujourd'hui, le nom d'un métier ne veut plus trop dire quelque chose. En fait, ce qu'on conseille aux étudiants qui sortent de la formation, c'est de lire en fait les descriptions des postes et ne pas trop s'arrêter au nom du poste. Parce que typiquement, c'est en lisant la description que vous allez vous rendre compte des tâches concrètes que vous allez faire. Et après, en faisant un entretien, en échangeant avec les personnes, pour vous assurer que c'est ce dont vous avez envie, vous avez envie de travailler. Quoi. Pour répondre au niveau du référencement. Oui, d'ailleurs. Oui, Florence, je complète juste parce que j'ai un exemple concret. On a un exemple qui est sorti du au début, lors de la première promotion, qui avait commencé, il s'était lancé en freelance, il avait commencé à faire des sites vitrines. En fait, très rapidement, il a eu la demande de ses clients d'essayer de placer le site parmi les premiers sur Google. Donc, il s'est vachement renseigné dans le référencement et il avait la technicité qui permettait de mettre en place ces techniques de référencement. Et du coup, très rapidement, en fait, il a bifurqué, il s'est spécialisé dans le référencement web. Et aujourd'hui, il fonctionne très, très bien. Maintenant, ça fait 3 ou 4 ans qu'il s'est lancé à son compte et ça marche très fort. Quoi. Donc, du coup, il s'est lancé en référencement web. Il est monté parce qu'il avait ce socle technique qui lui a permis de très vite monter en compétence sur du référencement web, alors que nous, on ne forme pas du tout, on l'évoque, mais on ne forme pas du tout en référencement web pour l'information. D'ailleurs, il vient parler, en fait, nos étudiants à la fin ont une semaine bonus orientée carrière, on fait intervenir des partenaires et il en fait partie, puisque c'est de comprendre un peu plus comment on s'assure parce que le produit qu'on est en train de coder peut être dans les premiers, quelles sont les bonnes pratiques de référencement naturel avant de passer au référencement payant. Ouais, j'ai participé d'ailleurs à cet atelier, c'est super intéressant. J'espère qu'on en fera aussi ouvert au public. À l'occasion, on vous invitera.
Alors, juste pour compléter, excuse-moi Laurent, parce que du coup, j'étais un petit peu coupée, mais pour rebondir ce que tu étais en train de dire, et vous étiez en train de dire notamment quand il s'agit aussi de s'intéresser à un nouveau métier, la première chose qu'on conseille aux gens, hein, c'est d'aller voir les fiches métiers. Donc, les fiches métiers, vous les trouvez où? Sur Pôle emploi, mais aussi sur le site de l'APEC, hein, puisque nous avons des fiches métiers spécifiquement orientées métiers cadres. Hein, donc, il y a une certaine liste qui sont dans le métier de l'informatique de manière un petit peu plus large. Et puis, d'autres fiches métiers que vous pouvez trouver beaucoup plus ciblées numériques, c'est sur le site de la Grande École du numérique. Vous avez un ensemble de fiches métiers un petit peu qui donnent un peu de l'étayage sur les métiers d'une manière générale qu'on rencontre dans ce secteur-là. Voilà, si vous voulez un petit peu aller plus loin de ce qu'on aurait pu aborder aujourd'hui. Voilà. Okay. C'est tout. Un petit complément utile. Alors, on a une question de Loïc qui est intéressante par rapport au développement web. Quels sont, selon vous, les langages les plus utilisés? Comment positionnez-vous le JavaScript? C'est une question hyper intéressante que beaucoup de personnes se posent en se demandant, en fait, quand je veux me former, quel langage je dois apprendre. Au wagon, on a fait le choix de former en fait au langage Ruby avec le framework Ruby on Rails et ensuite de former à HTML, CSS, JavaScript et les bases de données avec SQL. On n'a pas une formation qui est centrée seulement sur JavaScript, qui est un des langages aujourd'hui les plus réputés, tout simplement parce que c'est un langage qui n'est pas simple en fait à apprendre pour des débutants. Donc on a fait le choix de former en peu de temps à un langage plus simple mais qui est très performant, qui s'appelle Ruby et qui va vous permettre de créer des applications web très rapidement. Et ensuite, on apprend en fait à nos étudiants à apprendre par eux-mêmes. Et le principe, c'est d'être très autonome et de pouvoir continuer à monter en compétences, que ça soit en entreprise ou par eux-mêmes à la suite du wagon. Par exemple, on met à disposition en fait l'équivalent d'une semaine de cours sur du React, qui est un langage aussi très demandé. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans le développement web, ça change très vite. On l'a vu, des langages apparaissent, disparaissent, sont plus ou moins aimés par tel ou tel développeur, et chacun va avoir un peu sa prédilection de langage. C'est un peu le choix qu'on doit faire aussi quand on est en quatrième et qu'on doit choisir entre l'anglais, l'espagnol, l'allemand, etc. De toute façon, un recruteur aujourd'hui ne recrute pas, surtout des étudiants qui ont une formation intensive, comme le wagon, il y a n'importe quel organisme de formation en développement web dans la région. Ils ne vont pas recruter sur des compétences en instant T qu'on a eu sur 2 mois. Ils vont recruter sur un potentiel d'apprentissage et de développement de compétences au sein de l'entreprise. Donc, ils vont faire passer des tests techniques, en effet, sur du Ruby, par exemple, parce que l'étudiant a fait une formation en Ruby. Il va déceler un potentiel d'apprentissage. Et ensuite, bien souvent, dans la majorité des cas, les entreprises forment en interne sur de nouveaux langages parce qu'ils se disent, si la personne en 9 semaines est capable de faire ça sur du Ruby, qu'est-ce que ça va être quand on va le former pendant 1 mois ou 2 mois chez nous en PHP, en JavaScript, en React, pour ensuite le garder pendant longtemps. Et donc, on a plein d'étudiants qui ont été embauchés sur du React, du JavaScript, du PHP. On avait très peu abordé, même pas vu du tout en formation, parce que les employeurs savent qu'après avoir fait le wagon, on a cette compétence de monter en niveau sur quasiment la totalité des langages. Et pour terminer, juste par rapport au fait que les langages changent souvent, c'est que ce qu'un ingénieur a pu apprendre, en fait, même il y a 5 ans en école d'ingé ou une personne qu'on a formée, nous, il y a 4 ans à Marseille, ben, ça a évolué entre-temps. Et du coup, on se doit, en tant que développeur, de continuer à monter en compétences tout le temps et d'être un peu ouvert sur les nouvelles possibilités, les nouveaux langages qui vont s'offrir à nous. Et c'est vraiment c'est une obligation, en fait, en tant que développeur, c'est de rester à jour sur les nouvelles technologies. Donc, en gros, pour terminer, le langage que tu vas apprendre en formation n'est pas forcément le langage que tu vas utiliser derrière dans ton métier, en fait. Donc, c'est ça aussi qu'il faut avoir en tête. Il faut mieux prendre une formation qui va te convenir, où tu vas apprendre quelque chose qui va te permettre d'être efficace, en fait, par la suite dans le métier que tu veux faire par la suite. J'espère que ça a répondu à ta question.
Loïc, pardon, j'avais perdu ton prénom. Yolène, André. Alors, Yolène a repris en fait les questions de Betty. Parce que je sais qu'on en a répondu à pas mal entre-temps. Et surtout de l'architecte fonctionnel et back-end, front-end et full stack. Alors, pour résumer peut-être en une Pas ligne, forcément. en fait, si on prend un développeur, on va avoir un développeur front-end qui va s'occuper de la partie visible du site internet, un développeur back-end qui va s'occuper plutôt de la partie mathématique, architecture de l'application. Et après, un développeur full stack, en fait, va faire les deux. En gros, pour résumer. Est-ce qu'on a des questions qui sont arrivées par la suite? On a une question de Sébastien qui demande pour les bootcamps du wagon, quelles sont les conditions d'entrée sans avoir de connaître sa vie, est-ce que c'est possible ou pas? Oui, c'est possible. Sur la formation développement web, on n'a pas de prérequis en dehors d'un prérequis de motivation. Tout simplement, quand vous êtes intéressé par une formation, vous pouvez aller sur le site du wagon, il y a un petit formulaire à remplir en expliquant votre motivation pour vous former. Et ensuite, on a un entretien en fait ensemble où on va un peu plus loin sur le projet professionnel et on parle un peu plus de la formation, de vos objectifs et de voir si la formation du wagon peut vous correspondre. Ouais, on est vraiment dans la reconversion, dans l'acquisition d'une double compétence ou dans la reconversion, ce qui fait qu'on a 90% des personnes qui viennent chez nous qui n'ont jamais codé avant d'arriver au wagon, en tout cas pour le programme de développement web. Par exemple, ça va être le cas de Florence en octobre. Voilà. Et du coup, à part si elle nous a caché des talents secrets. Des talents secrets de développeuses avant de venir. Non, mais moi, j'ai un petit peu codé du coup. Hein. avec le Code Academy, je m'y suis collée un peu au codage sur Ruby. Non, je vous demande en fait de compléter 10 heures de code pour les débutants où on vous explique toutes les étapes de A à Z pour voir si vous êtes motivé, si vous arrivez jusqu'au bout. C'est pas compliqué, on cherche pas la difficulté, on cherche à tester en fait votre motivation et de vous donner un temps limite pour le compléter. Donc ça, c'est pour la partie développement web où il n'y a pas du tout de prérequis. Pour la partie data science, effectivement, là, on va avoir des prérequis pour intégrer la formation. On va avoir un premier prérequis qui est d'avoir les bases en fait de la programmation. Donc, ça ne va pas trop vous parler, mais c'est de savoir en fait les différents types de données qui existent dans la programmation, de savoir écrire des petits programmes, des petits modules de code. D'avoir les bases en fait du langage en fait SQL qui permet de faire des requêtes à une base de données. Et ensuite, on va demander des prérequis en mathématiques comme Laurent l'a dit, qui sont l'équivalent d'un niveau en fait terminal S en maths sur de l'algèbre linéaire, sur des probas, sur des stats, des statistiques, etc. Ouais. On est bien conscient que pas tout le monde va avoir ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'on a aussi tout un travail préparatoire qui est à faire avant d'intégrer la formation Data Science pour s'assurer que vous puissiez monter en compétences avant le début d'une formation. Et notamment, les cahiers de vacances de la data en fait partie cet été, où on forme en fait aux bases de la programmation Python et aux bases de l'analyse de données. Ouais. Tout à fait. Je vous invite à y participer si vous êtes intéressé par le programme data et que vous voulez avoir tous ces prérequis-là. Et il y a une question de Catherine aussi sur 56 ans, c'est trop tard pour se former à ces métiers. Alors, je voudrais bien y répondre de deux manières. Ça va dépendre de plusieurs choses. Ça va dépendre, premièrement, de ton projet professionnel. Il faut que ce soit cohérent, parce que là, tu es plutôt du coup, sur la fin de carrière. Il faut que tu aies un projet en cohérence avec notamment ton background. Alors, est-ce que tu vas te servir de ton background et acquérir une double compétence pour partir sur des projets de product owner, product manager? Et dans ce cas-là, il n'y a pas forcément de difficulté. Si tu repars sur une carrière de développeur sans avoir de background forcément, à toi de te poser la question, est-ce qu'il vaut mieux peut-être partir dans le salariat ou en freelance selon, voilà, ça va dépendre un peu de la stratégie, déjà de ton projet professionnel et de ta stratégie d'insertion. Est-ce qu'il vaut mieux que je passe par le monde du salariat, est-ce qu'il vaut mieux que je passe par le monde du freelance pour avoir le plus de chances de t'insérer dans le monde professionnel à ce niveau-là. Donc, pour bien réfléchir au projet professionnel en amont, voir comment tu peux intégrer le maximum de compétences que tu as eues via tes expériences et ton background,
pour vraiment ne pas te tromper du coup sur le choix de à la sortie. Parce qu'effectivement, c'est quand même un peu plus difficile, alors, je ne le cache pas, qu'une personne qui sort de formation. Et, voilà, donc c'est à bien réfléchir et à bien mettre au point la bonne stratégie gagnante pour l'insertion professionnelle par la suite. Ça. Après, juste pour compléter sur cette question-là, et je suis tout à fait d'accord avec toi, Laurent, ça dépend énormément du projet, de la cohérence du projet et du transfert de compétences possible. Il y a vraiment une stratégie globale hein, par rapport à ça. Par contre, ce que je peux dire quand même, c'est que à ce jour, toutes les politiques de l'emploi sont incitatives pour que les publics seniors se forment, hein, ne serait-ce que pour monter un dossier, par exemple par transition professionnelle, qui est donc un dossier qui s'appelle CPF PTP, hein, un projet transition pro. C'est leur critère de choix hein, pour soutenir la formation. L'âge va rentrer en compte. C'est-à-dire que les seniors sont considérés comme entre guillemets prioritaires aussi par rapport à des projets de formation. Rentre en compte aussi dans le soutien financier les questions de niveau de qualification. Évidemment, ça dépendra de votre niveau de départ. Si vous avez un niveau de qualification très élevé, bon, ben, ça va être plus difficile d'obtenir, par exemple, un financement. Maintenant, si la question ne se pose pas au niveau du financement pour vous, ben là, dans ce cas-là, c'est plus une question de motivation et d'opportunité par rapport à votre projet professionnel. Hein, et puis, se former aux compétences numériques, c'est pas forcément apprendre à coder. C'est vraiment intégrer toutes les différentes composantes que constitue la transformation numérique. Donc, les méthodes de management de projet, les méthodes d'intelligence collective, des méthodes de design thinking, les méthodes de management à distance, tout ça en fait. Donc, ça ne passe pas forcément par le développement web. Voilà, c'est à distinguer quand même. On va prendre une dernière question pour tenir les délais. Je regarde si on n'en a pas loupé. Alors, Betty, tu connais plein de métiers que je ne connais pas forcément super bien. Mais en fait, effectivement, tous les métiers auxquels on forme, c'est les métiers dont on a parlé en fait en début de session. Donc, qui vont être développement web, UX, UI design, product owner, product manager, chef de projet, data analyst, data engineer, etc. Ça va être les métiers en fait sur lesquels on va former. Pour le moment, on ne sait pas ce sur quoi on formera après, mais pour le moment, c'est cela. Ça fait déjà pas mal. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions, ouais. Si je ne me trompe pas. Après, juste une dernière remarque quand même qui est pas inintéressante de Sébastien Garrigue quand même, un commentaire qui fait toujours plaisir parce que d'autant que je le connais puisqu'il travaille à la Cité des métiers de Marseille, donc il en connaît un rayon sur les questions d'orientation professionnelle. Donc merci pour ce mot chaleureux que tu as mis sur le chat et sur notre présentation. Merci à toi, Sébastien, ça fait plaisir. On est ouvert aussi au retour. Donc, n'hésitez pas, après le mail que je vous fais, à me faire un petit retour si jamais il y a des choses qu'on doit améliorer. On est toujours là pour s'améliorer, donc on est ouvert à ça aussi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous communiquer par mail dans l'après-midi, donc le support de présentation, un petit brief donc, avec les liens pour vous créer un compte à l'APEC si ce n'est pas le cas, et nous, pour échanger soit avec Laurent ou avec moi. Et on est toujours dispo pour répondre à vos questions de manière plus individualisée, donc n'hésitez vraiment pas. Et on terminera avec la question d'Amat qui dit combien de temps faut-il pour passer de développeur web junior à confirmer? Honnêtement, Amat, ça va dépendre énormément.
Il n'y a pas de, il n'y a pas de règles précises pour moi. Ça va dépendre du nombre de technologies que tu vas connaître. Ça va dépendre du temps que tu as passé à travailler sur une technologie, quel type de projet. Je ne sais pas si tu as un ordre d'idée. Ça va dépendre aussi de la structure en startup. Souvent, pour changer d'échelon, c'est entre 1 an à 3 ans, on passe pour passer de junior à intermédiaire à confirmer ou avancé. Enfin, ça dépend vraiment. Souvent, c'est propre et interne à la nomination à ce qu'a mis en place l'entreprise. Pour moi, 5 ans et plus. À partir de 5 ans, tu commences à être, si tu as vraiment 5 ans d'expérience sur le développement. 5 ans, tu es presque dev senior, quoi. Ouais, tu commences à être bien, quoi. Pour confirmer, moi, je dirais 2-3 ans. Pour avoir une moyenne, quoi, je dirais que après 2-3 ans d'expérience en dev, tu peux considérer comme dev junior. D'après les retours que j'ai un peu sur nos anciens alumni. Super. Ben, merci pour votre attention. N'hésitez pas à nous faire vos retours, à nous contacter si vous voulez encore nous entendre et discuter avec nous. Et voilà, on est dispo et voilà. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci à vous. Salut. Au revoir. Merci.